Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des foncières cotées et des enjeux 2025 pour ce segment des foncières cotées en Europe. Nous en parlons avec Laurent Saint-Aubin, qui est directeur de la gestion action de Sofidy et gérant notamment du fonds Sélection 1 chez Sofidy. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Bienvenue, ravi de vous retrouver en ce début d'année pour évoquer donc les enjeux de ce secteur que vous connaissez très très bien. Alors un anniversaire n'est pas une information, a-t-on l'habitude de dire dans notre métier. Néanmoins, Sélection 1 célèbre ses 10 ans d'existence, c'est ça Laurent. Je regardais les perfs que vous affichez, la performance annualisée est de 6%. Au global, sur ces 10 ans, vous faites à peu près 2 fois mieux que l'indice de référence, c'est ça Laurent. Rapidement, c'est quoi le ou les grands enseignements de ces 10 ans et de cette surperformance? C'est-à-dire, quels ont été les grands moments ou les grands moteurs qui ont permis cette surperformance de Sélection 1 par rapport à votre indice? Je pense d'abord que c'est le signe qu'on peut, en faisant de la gestion active, malgré des frais supérieurs, faire beaucoup mieux que son indice de référence. Après, il faut quand même que je reconnaisse que c'est sans doute plus facile quand on a un fonds dédié à un seul secteur, que quand on a un fonds multisectoriel. Battre le marché dans son ensemble, c'est un risque compliqué. Oui, je crois que c'est de plus en plus difficile. Ouais. Je le sais d'autant plus que j'ai géré aussi des fonds multisectoriels. La raison de la surperformance, c'est toujours la même. Il faut faire des choix drastiques, ne pas être investi dans une partie de l'indice. Aujourd'hui, on est investi dans la moitié des valeurs de l'indice seulement. Et aller aussi chercher à l'extérieur des thématiques d'investissement, donc faire preuve de curiosité, faire preuve de hardiesse aussi, ne pas hésiter à avoir des positions importantes sur des valeurs un peu plus exotiques. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait notre petite cuisine. Audace et gestion de conviction, voilà, c'est la recette de 10 ans, là, des 10 premières années de Sélection 1. Alors, état des lieux du secteur des foncières cotées en Europe à fin 2024 et enjeu 2025, c'est le sujet. Laurent, votre message clé là pour 2025, c'est que les décotes qu'on observe entre le prix de marché et la valorisation des actifs par les experts de ces foncières cotées, ces décotes-là ne sont plus justifiées. Alors, le secteur, il est biface, comme Janus. Il y a un aspect où effectivement c'est tout à fait juste. Les décotes qui sont très importantes aujourd'hui, 32% de décotes sur la valorisation des actifs à fin 2024, ne se justifient probablement plus compte tenu de l'état industriel du secteur. Ouais. Donc, des revenus locatifs avec une belle visibilité, qui ont été soutenus par l'indexation et qui commencent à repartir sur les segments où il y a des actifs rares. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un réveil des transactions qui montre que les valorisations, les expertises reflètent l'état du marché. Donc on a eu Unibail-Rodamco qui a vendu 15% du Forum des Halles, Gecina qui a vendu son portefeuille de résidences étudiantes à Neuvines, on a eu Unibail également qui a vendu Trinity. Donc il y a un réveil, un début de réveil des transactions. Le sujet de la dette, du fameux mur de la dette, il est largement derrière nous. Donc dans ce contexte-là, effectivement, on devrait revenir à une situation de réduction des décotes, voire de disparition des décotes, ce qui n'est pas rare historiquement. C'est la situation dans laquelle on a été en 2007, dans laquelle on a été en 2013-2014. Ah ouais. Mais je disais que le secteur était biface, oui, parce que l'autre face, c'est une sensibilité extrême au taux d'intérêt et à la macroéconomie américaine. Ouais. Et la macroéconomie et les taux d'intérêt, ils sont aujourd'hui extrêmement perturbés par la prochaine arrivée de Donald Trump au pouvoir, qui exerce avec énergie un ministère de la parole dans tous les sens, qui se traduit par une crainte des marchés, finalement le scénario boucle d'or. La partie croissance, chiffres solides aux États-Unis, elle est toujours là. Par contre, la partie inflation, elle fait un peu peur, parce qu'augmenter les tarifs douaniers et expulser les migrants, ça fait augmenter les prix. Donc ça fait augmenter les taux. Il y a les problèmes budgétaires. Donc on a ce réflexe pavlovien qui consiste, quand les taux montent, à vendre les foncières, malgré la première partie industrielle qui est positive.
Et sur la partie industrielle, oui, il n'y a plus de raison de voir des expertises baisser les prix et les valorisations. Alors chaque classe d'actifs est différente, mais je dirais qu'à part le segment du bureau en périphérie, où il y a sans doute encore une réserve de baisse de prix, on commence d'ailleurs à revoir des hausses de valorisation sur certains segments alternatifs. Ouais. Bon, sur les taux, c'est vrai que là, on a repris en un mois 50 points de base sur des taux longs américains. C'est un mouvement qui se globalise et qui se généralise tout de suite. Ce qui se passe aux États-Unis, on le retrouve au Royaume-Uni, en Europe, partout dans le monde. Si les décotes ne sont plus justifiées, ou si les taux, en tout cas, alors non, si les taux sont un problème, ça veut dire quoi? Qu'il faut avoir un scénario, au moins une réflexion sur le sens des taux au cours de cette année 2025. Ça veut dire qu'il faut avoir une réflexion sur la partie politique monétaire également, quand on est gérant d'immobilier coté. C'est ça, Laurent? Malheureusement, oui. Je ne sais pas si c'est malheureusement, mais c'est une grande partie de mon travail des dernières années, finalement. La partie aller voir les sociétés, c'est ce qui est le plus plaisant, mais c'est pas la partie fondamentale. Et un exemple, la question de l'investissement résidentiel allemand, qui reste le segment le plus important, elle est entièrement dépendante d'un scénario sur les taux, puisque le résidentiel allemand, c'est un secteur acyclique. Donc, est-ce qu'il va y avoir une récession en Europe, auquel cas il faut en avoir, ou est-ce que finalement la croissance européenne va tenir? Et puis, c'est un secteur avec de l'effet de levier, et donc qui est le plus sensible aux évolutions de taux. Donc, mais il y a des perspectives de baisse de taux en Europe quand même. Que Trump soit à la Maison-Blanche ou pas, il y a bien ces perspectives-là, elles existent. C'est effectivement le scénario que je privilégie, à savoir qu'effectivement, aux États-Unis, la Réserve fédérale va sans doute être beaucoup plus prudente dans les futures baisses de taux. Les marchés anticipent une pause assez longue. À l'inverse, en Europe, il y a un degré d'autonomie, je ne sais pas jusqu'où il va, pour continuer de baisser les taux, surtout s'il y a un effet récessionniste de l'imposition de tarifs douaniers. Bon, quel est le plan d'investissement pour Sélection 1, Laurent, pour cette année 2025? Vous évoquiez Unibail, Rodamco, Westfield. C'est la première valeur du fonds, c'est ça? Parce que c'est Unibail, Rodamco, Westfield, parce que c'est du commerce? En fait, moi, ce que j'aime chez Unibail, ce que j'aime aussi chez Klépierre, c'est la capacité à avoir les meilleurs emplacements et finalement, quelle que soit la conjoncture, et à avoir cette capacité à les maintenir pleins et à les relouer plus cher. Unibail, Klépierre avait un peu perdu ça avant le Covid, et finalement, on voit que ce moteur recommence à fonctionner. Ce qui les distingue d'ailleurs d'autres foncières de commerce un peu plus secondaires et un peu plus en difficulté. Donc ça fait partie de ces actifs rares où il y a une capacité d'augmenter les loyers dont je parlais tout à l'heure. Et effectivement, le résidentiel, aujourd'hui, je reste sur un scénario constructif de baisse des taux en Europe. Et donc, nous restons investis sur le résidentiel allemand pour cette raison, même si je ne suis pas fan de ce secteur où il y a effectivement un certain nombre de problèmes politiques et où même on peut douter de ce fameux argument qui consiste à dire qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Quand on a la démographie qu'on a en Europe, c'est pas un truc qui est absolument éclatant. J'entends. Vous avez toujours beaucoup aimé aussi ce qui était de l'immobilier de croissance un peu spécifique, des résidences spécialisées, les data centers, etc. Toutes ces poches-là aussi, ça continue pour vous d'être des convictions importantes, notamment dans le plan 2025 ? Alors tout le monde parle de data center aujourd'hui. En matière immobilière, vous avez deux choses. Vous avez la structure brute qu'on va livrer à un client. La foncière qui fait ça n'a aucun savoir-faire. Donc en fait, l'essentiel de la marge va lui échapper. Et puis vous avez des opérateurs immobiliers qui exploitent et qui donnent des services à leurs clients. Et c'est sur cette niche-là qu'on est. Et effectivement, ça a fortement contribué à la surperformance de 2024. Ça représente 6% du fonds aujourd'hui, donc on reste là-dessus. Le deuxième élément qui est un peu nouveau, c'est le retour de disparités géographiques. La géographie, ce n'était pas important. En matière d'immobilier, un bureau à Madrid, c'était la même chose qu'un bureau à Berlin. Cette disparité, elle revient parce qu'il y a des différentiels de croissance.
Et par exemple, l'Espagne continue de surperformer. Et il y a un segment géographique que j'aime beaucoup, et sur lequel on peut s'exposer avec des valeurs cotées en Europe de l'Ouest, qui est l'Europe de l'Est, où il y a des taux de croissance, un niveau de formation de la population, et qui constitue d'ailleurs une porte d'entrée aux industriels chinois qui peuvent être tentés de tourner les tarifs douaniers en s'implantant directement dans l'Union européenne. Donc on regarde aussi cette zone géographique avec des dispersions géographiques qui se créent aujourd'hui dans ce marché de l'immobilier. Et par contre, un des échecs de 2024, c'est notre exposition à la Grande-Bretagne, avec des titres de très grande qualité, et la Grande-Bretagne, qui n'est pas chère, sous-performe et continue de sous-performer massivement. Oui, avec des taux britanniques aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais oui, ça sale séance pour l'obligataire britannique, avec un sterling qui plonge de 1%. On n'a pas parlé du bureau, mais le fait de ne pas en avoir parlé là pendant 12 minutes, qu'est-ce que ça nous dit, Laurent, qu'il faut être encore un peu prudent sur le... Il y a un segment de bureau mal aimé qui me paraît intéressant, c'est la défense. En fait, il n'y a pas tellement d'offres. Le centre d'affaires parisien, oui, d'accord. Il n'y a pas tellement d'offres alternatives pour des très grandes surfaces de bureaux, très bien desservies. Il y a des taux de vacances, des niveaux de loyer qui sont descendus trop bas, à mon sens. Mais à part ça, le bureau périphérique parisien, c'est ce que vous disiez. C'est pas bon. Après, il y a beaucoup de foncières de bureaux avec une exposition à Paris, et j'ai des doutes sur l'attractivité internationale de la France en ce moment. Donc ça me fait un petit peu peur, y compris sur le bureau prime. On intègre un peu la prime de risque politique sur le marché. La start-up nation a un peu de plomb dans l'aile là aujourd'hui. Je reviens au bureau à la Défense. JP Morgan veut rappeler tout le monde 5 jours par semaine. Là. Ça commence. On verra comment ça se traduit chez nous. Merci beaucoup Laurent. Laurent Saint-Aubin, directeur de la gestion action de Sofidy, qui était avec nous pour parler de ce segment des foncières cotées en Europe dans Smart Bourse sur Be Smart for Change.